Vous le savez, donc, la Fondation Pierre Fabre, ça a été dit et évoqué ce matin, a pour mission d'améliorer une prise en charge holistique des personnes atteintes d'albinisme. Et c'est pourquoi il nous semblait important de pouvoir afin de formuler des recommandations et d'améliorer cette prise en charge, d'avoir un état des lieux, notamment de l'offre de soins, donc non seulement en santé mentale, qui est la première des études qui a été réalisée, mais également en santé oculaire et en dermatologie. Donc ces 2 travaux sont en cours, mais la santé mentale est aboutie, et donc du coup, il a eu lieu donc, dans les 5 pays du projet APASAS, et il visait 4 objectifs. Le premier, c'était de pouvoir décrire l'offre de soins, qui était disponible dans chacun des pays, d'identifier donc les ressources humaines qui sont formées et l'offre de formation qui est disponible dans chacun de ces pays, de cartographier l'ensemble des parties prenantes et d'analyser la stratégie nationale, notamment en termes de politique publique, de chaque pays en matière de santé mentale. Ce travail va donner lieu donc à la publication d'un rapport qui est donc en cours de finalisation et qui sera publié. Et il y a également eu des pistes de recommandations qui ont été formulées, notamment pour permettre l'amélioration de l'accès aux soins en termes de santé mentale pour les personnes atteintes d'albinisme. En termes de méthodologie, c'était assez classique. Donc, il y a eu 2 phases. Une première phase qui est plutôt de la revue documentaire, à la fois avec de la revue de publications scientifiques et aussi des articles de presse nationales et internationales, et une phase d'entretien à la fois en distanciel et sur le terrain. Et au total, c'est 58 entretiens qui ont été réalisés auprès des acteurs de la santé mentale dans les 5 pays. Tu peux passer. Avant de vous présenter les résultats, je vous présente, comme toute étude, les limites qui existent à ce travail. Le premier, il tient, et c'est le plus important, à la question de la collecte des données. Ça a déjà été évoqué ce matin par notre ami de Petit Retard. Il existe très peu de données aujourd'hui en termes de soins de santé mentale, notamment que ce soit sur la prévalence des troubles de santé mentale, mais le nombre de praticiens aussi, leur lieu d'exercice. Et cette collecte de données, elle est vraiment embryonnaire, c'est pas propre aux 5 pays, c'est assez marqué sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Et lorsque ces données, elles existent, elles ne sont pas nécessairement accessibles et publiques, et donc leur mise à disposition dépend aussi du bon vouloir des autorités et en tout cas des institutions qui en ont la charge. La deuxième limite qu'on peut évoquer, c'est qu'on avait un périmètre d'études qui était assez large, puisqu'on voulait à la fois avoir une idée de la demande de soins de santé mentale, de l'offre qui était disponible, de l'accès, et donc des barrières ayant trait à l'accès à ces soins, de la question des financements également, et des médicaments disponibles. Donc ça fait un champ large et somme toute un niveau d'effort alloué en termes de financement qui était limité. Alors, on l'a vu, on a eu 58 entretiens, ce qui est bien, mais ce qui reste limité en soi, et ce qui du coup a 2 conséquences en termes de niveau de détail qui pouvait être fourni pour chacune des thématiques, et aussi d'une possibilité limitée de trianguler les informations qui découlaient de ces entretiens. Et la troisième limite, qui n'est pas tant une limite en soi, mais qui est plutôt la résultante des 2 éléments évoqués précédemment, c'est qu'il n'était pas possible d'évaluer la qualité de l'offre de soins dans le cadre de cette étude. Voilà, on va passer de suite au premier résultat. Donc ce premier élément et en tout cas pour les 3 pays sur lesquels les données étaient disponibles, donc l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et la RDC, un constat sur la prévalence des troubles de santé mentale. Donc ils sont agrégés, donc voilà, ça reste une donnée indicative, et une comparaison notamment par rapport au reste du monde. Là aussi, c'est des moyennes qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais on voit que entre la RDC, où on est à 20% de la population qui est estimée avoir un trouble de santé mentale, et l'Ouganda à 32%, on est très largement au-dessus du coup de ces moyennes mondiales. Et ces données sont par ailleurs, selon les professionnels de santé interrogés, largement sous-estimées. Dans les facteurs explicatifs qui ont pu être évoqués par les praticiens, venait notamment le contexte et la survenue de crises et de conflits armés dans ces 3 pays sur les décennies passées. On le sait, hein, c'est pas nouveau, mais évidemment la situation des crises humanitaires a un impact très fort sur la survenue de la dépression et aussi du stress post-traumatique. Donc c'était un des éléments explicatifs mis en avant. Il y avait d'autres éléments qui sont sortis des enquêtes, notamment des facteurs explicatifs, potentiellement explicatifs,
Donc ça c'est ressorti au Niger malgré l'absence de données statistiques, qui est la consommation en hausse de substances psychoactives, notamment les drogues et l'alcool, qui peut être un des facteurs explicatifs sur l'augmentation des troubles. Et surtout, c'est venu de façon récurrente la survenue des épidémies, récentes ou plus ou moins récentes, en particulier la question du VIH-Sida pour l'Ouganda notamment, mais aussi d'Ebola en RDC, de la Covid plus récemment et de la Mpox, notamment aussi pour la Côte d'Ivoire, qui sont des maladies qui sont en elles-mêmes stigmatisantes. On l'évoquait, hein, la collecte de données reste embryonnaire, donc on n'a pas de statistiques officielles ni pour Madagascar ni pour le Niger, même si au Niger il y a des informations qui remontent notamment des ONG qui travaillent avec les populations déplacées et migrantes, qui sont victimes du contexte et de la situation géopolitique, et où il est documenté qu'il existe une forte prévalence chez ces populations-là qui sont vulnérables. Évidemment, le manque de données, ça a un impact aussi en termes d'analyse et de réponse aux besoins. Et c'est aussi pourquoi on avait souhaité mener ce travail de compréhension du contexte. Le deuxième fait saillant qui ressort, et qui, pareil, n'est pas caractéristique des 5 pays, mais c'est la carence notable de praticiens formés spécialistes en santé mentale. L'exemple le plus frappant, c'est quand on regarde le nombre de psychiatres dans ces pays. Il existe 5 psychiatres au Niger, l'intégralité ayant été formée à l'étranger, puisque avant 2024, il n'y avait pas de cursus de formation en psychiatrie au Niger. Ils sont 27 à Madagascar et une cinquantaine en Ouganda. L'Ouganda, qui est le pays le mieux doté des 5 pays, ça montre le manque de professionnels. Aujourd'hui, l'essentiel des soins est exercé majoritairement par des infirmiers spécialistes en psychiatrie. Et à nouveau, c'est une information qui est constante, et en tout cas sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, puisqu'on a à peu près 70% des agents qui exercent en santé mentale qui sont des infirmiers en psychiatrie. Un des seuls points limitants par rapport à l'accès aux soins prodigués par ces infirmiers spécialistes, c'est qu'ils sont de façon assez fréquente affectés à d'autres postes que ceux pour lesquels ils ont reçu leur spécialisation, ce qui limite de fait l'accès aux soins pour les patients. La question des psychologues aussi est revenue de façon récurrente dans les 5 pays. On voit qu'il y a un statut différent, une formation et de fait un rôle différent qui est dévolu aux psychologues d'un pays à l'autre, ce qui affecte à la fois leur intégration dans le système de santé, mais aussi la qualité des soins potentiellement qui peut être dispensée. Le cas de l'Ouganda est intéressant. Ils ont mis en point, et c'est aussi pour ça qu'ils ont un nombre de professionnels de santé sensiblement supérieur aux 4 autres pays, c'est qu'ils ont créé un statut intermédiaire entre psychiatres et infirmiers spécialistes en psychiatrie, qui sont les agents cliniques en psychiatrie, qui ont un cursus un peu moins long que les psychiatres, mais qui sont néanmoins habilités à prescrire des médicaments psychotropes. Ce qui permet du coup à l'Ouganda d'avoir un maillage territorial en termes de professionnels de santé qui est nettement supérieur, en tout cas que les 4 autres pays. Un autre focus qui nous semblait intéressant à présenter, c'est le cas de Madagascar, où certaines ONG internationales ont entrepris de former notamment les agents communautaires à la santé mentale. Les agents communautaires à Madagascar, comme dans d'autres pays de la sous-région, ont un rôle clé vraiment dans le système de santé. C'est vraiment les premiers relais à la fois pour les communautés, et ils font le lien avec les centres de santé, que ce soit pour faire des activités de sensibilisation, mais aussi de dispensation de soins primaires. Et à l'initiative notamment de Handicap International et de ACF, certains agents de santé ont été formés, notamment dans les régions du Sud, à identifier les personnes en détresse psychologique et être en capacité de référencer vers les professionnels de santé formés. À tel point aujourd'hui que le gouvernement malgache, dans sa stratégie d'amélioration de l'accès aux soins de santé mentale, a fait de la santé communautaire une priorité pour y parvenir. Une autre constante, je dirais, et qui fait écho aussi à ce qui a été évoqué ce matin, concerne le parcours du patient dans sa recherche de soins, notamment des personnes atteintes d'albinisme, et qui est là aussi assez, on va dire, partagé entre les 5 pays.
et qui est partagé aussi dans la sous-région, c'est que il y a généralement une alliance, en tout cas un recours en première intention à la médecine traditionnelle et parfois des allers-retours avec la médecine dite conventionnelle. On l'évoquait ce matin, la santé mentale et en tout cas les troubles de santé mentale sont souvent, la perception en tout cas que les personnes en ont est souvent associée au mystique et donc ça peut constituer des freins notamment à l'accès à la médecine conventionnelle. Outre donc, ces aspects liés à l'habitude, aux croyances, on le voit, le manque de praticiens est aussi un frein important pour accéder aux soins de médecine conventionnelle. La distance géographique qu'on évoquera juste après, mais aussi la question du coût des soins rentre évidemment en ligne de compte, ainsi que la disponibilité aussi des médicaments. Ouais, tu peux passer. Généralement, dans chaque pays, l'offre de soins elle est coordonnée via 1 à 2 hôpitaux psychiatriques publics qui sont concentrés, généralement soit en capitale, soit dans les grandes villes régionales. Ce qui fait que les patients, quand ils le peuvent, doivent se déplacer sur généralement de longues distances pour pouvoir accéder aux soins. Les hôpitaux et les unités psychiatriques ne sont évidemment pas, selon les 5 pays, en capacité de délivrer les mêmes soins, ce qui fait qu'on a un niveau variable de l'offre de soins qui est dispensé aujourd'hui en pratique, même si le cas de l'Ouganda se distingue là aussi du fait du nombre de professionnels de santé formés en plus grand nombre. Cela étant, même les pays les mieux dotés comme l'Ouganda, mais aussi la Côte d'Ivoire, il est souvent rapporté par les praticiens que le nombre de lits d'hospitalisation qui peut être disponible reste insuffisant puisqu'il y a souvent des taux d'occupation qui sont supérieurs à 100% qui sont reportés. En plus donc, de ces centres, de ces hôpitaux, il existe des centres de soins qui peuvent proposer des soins qui soient soit gérés généralement par des ONG, soit par des congrégations religieuses, et c'est particulièrement le cas en Côte d'Ivoire, mais également à Madagascar et en RDC. Pour continuer sur la RDC et faire un petit focus sur ce pays et illustrer ce que j'ai indiqué présentement, c'est-à-dire sur la barrière géographique, on le voit aujourd'hui selon les estimations du ministère de la Santé, seuls 5% du territoire est couvert aujourd'hui en services de santé mentale. Donc il y a une très forte concentration à Kinshasa, qui est la capitale, avec 3 des 6 structures qui sont réunies à Kinshasa, dont le seul hôpital public du pays, et le reste dans des grandes métropoles. À tel point qu'aujourd'hui, il y a eu certaines initiatives, notamment à Lubumbashi, pour essayer de mettre en place des consultations délocalisées. D'autres initiatives ont également été expérimentées pour essayer d'améliorer l'accès à ces soins via une intégration, en tout cas une tentative en pilote d'intégration dans les soins de santé primaire. Ça a été le cas notamment à l'est du pays, avec des résultats plutôt probants et encourageants, qui s'accompagnaient notamment de la formation de prestataires de soins communautaires, l'intégration, la collecte et l'intégration de données dans les systèmes d'information sanitaire, et puis le développement aussi de protocoles psychosociaux adaptés. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une difficulté patente à mettre à l'échelle ces initiatives, du fait notamment du manque de ressources, à la fois humaines et financières. Quand on regarde le volet de politique publique, aujourd'hui, on voit 4 pays et l'Ouganda qui se distinguent. On a donc les 4 pays qui se sont dotés de programmes nationaux de santé mentale. Ces programmes sont rattachés au ministère de la Santé. Ils ont en charge donc l'élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux de santé mentale. Parfois, ils ont été élaborés, comme c'est le cas au Niger ou à Madagascar, avec l'aide d'ONG internationales. Ces plans sont ambitieux, mais aujourd'hui, ce qui pêche, c'est principalement la question de la mise en œuvre, faute principalement de financement, et ce sera ma slide suivante, mais quand j'en aurai fini. Par exemple, à Madagascar, le plan s'est terminé en 2012, il n'a pas été renouvelé aujourd'hui, mais seuls 5% de ses objectifs ont pu être mis en œuvre. Et l'Ouganda est un cas un peu à part, puisque l'Ouganda n'a pas de programme d'action, de programme d'action national. En revanche, il s'est doté d'une loi relative à la santé mentale pour encadrer le droit des patients.
On en vient donc du coup à la question de la mobilisation des ressources, qui est évidemment cruciale et qui est celle qui détermine notamment la réalisation en partie des plans d'action. Aujourd'hui, elle est insuffisante et elle freine fortement donc l'accès aux soins. Si je reprends l'exemple de Madagascar, c'est environ 7,5% du budget de l'État qui est alloué à la santé, mais c'est 0,1% de ce budget qui va à la santé mentale. Donc on le voit, les moyens sont extrêmement faibles. Au demeurant, dans la plupart des pays étudiés, il n'existait pas de ligne spécifique au sein des budgets des ministères de la Santé pour la santé mentale, ce qui rend de fait l'allocation des ressources extrêmement compliquée et limitée. Pour autant, il a été noté une variabilité assez forte entre les pays en termes de mobilisation de financement, et pour certains pays comme le Niger, une dépendance totale ou partielle, en tout cas à la mobilisation d'aide publique au développement pour le financement de ces plans. En pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les coûts de santé mentale sont à la charge des patients et de leurs familles. Généralement, les soins de santé mentale ne sont pas inclus dans les systèmes d'assurance maladie lorsqu'ils existent, comme c'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire. Mais quand il y en a, et on peut noter Madagascar et l'Ouganda, malheureusement, le fait d'avoir accès à des rendez-vous dans les hôpitaux publics ou accès aux thérapeutiques reste néanmoins compliqué. Ça repose donc sur les proches et les patients, ce qui a aussi un autre, au-delà des effets pernicieux dont vous vous doutez, ça a aussi un autre effet, c'est que s'il n'y a pas de résultats visibles et probants rapidement, les patients peuvent être rapidement, ou en tout cas sous la pression de leurs proches, incités à arrêter les traitements lorsque c'est nécessaire. Et enfin, pour terminer, donc vous l'avez vu, on peut être dressé un certain nombre de similitudes à travers les pays, malgré des différences. À la fois sur la santé mentale et sur le traitement aussi de l'albinisme et des personnes atteintes d'albinisme, ce qui a permis donc d'identifier des pistes de réflexion pour chacun des pays, que je ne vous présenterai pas là, mais qui ont été regroupées en fait en 5 grandes rubriques, ou en tout cas 5 grandes orientations, afin d'essayer d'améliorer la meilleure prise en compte de la santé mentale pour les personnes atteintes d'albinisme. La première qui est ressortie, c'est la question de l'intégration et de l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme dans les projets de santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, s'il existe des initiatives de promotion de la santé mentale, même si elles sont limitées, elles existent, il n'y en a aucune qui vise directement les personnes atteintes d'albinisme, malgré les discriminations qu'on a évoquées, malgré les violences subies et malgré donc le risque, l'exposition accrue des personnes atteintes d'albinisme à la survenue de troubles. Le deuxième élément, c'est la question de la formation des praticiens, ou en tout cas de leur sensibilisation. L'ensemble des praticiens interrogés pendant l'étude n'avaient pas connaissance des facteurs de risque spécifiques auxquels les personnes atteintes d'albinisme sont exposées. Le troisième aspect qui ressortait, c'était la formation des acteurs de première ligne, et notamment des associations de personnes atteintes d'albinisme, donc toutes les associations qui sont au contact avec les personnes atteintes d'albinisme, à la prévention et aussi à la détection, au dépistage, pour le référencement des troubles. Le quatrième axe tient, lui, à l'amélioration et à faciliter l'accès pour les personnes atteintes d'albinisme en levant un certain nombre de barrières, et notamment en ciblant toutes les initiatives plutôt à base communautaire qui sont particulièrement adaptées. Et enfin, le dernier élément, il tient plutôt de la prévention sur les actions de sensibilisation pour en effet réduire la discrimination, le stigma, et donc limiter l'apparition éventuelle de troubles de santé mentale. Voici pour les 5 grandes rubriques de pistes de recommandation de façon transversale. Et donc, je vous remercie pour votre attention.